Pour commencer la séance, nous allons parler, je vais vous lire des témoignages et après chaque lecture, nous allons un peu discuter autour des enjeux. Le premier témoignage, c'est une femme qui a 58 ans. Elle a décidé de prendre un nouveau départ malgré la violence verbale, psychologique et physique qu'elle a vécue avec son mari. Ses cris de douleur pouvaient réveiller même les morts pour parler de l'intensité de sa douleur. Elle s'est mariée très jeune. Son père qui a décidé de la marier sans lui demander son avis alors qu'elle était encore mineure. Elle n'avait pas à lui demander son avis et le papa disait qu'il était bien placé pour savoir ce qui était bien pour sa fille. Juste après le mariage, les coups, les insultes ont commencé. Même quand elle était malade, son mari lui exigeait qu'elle fasse le ménage, la lessive, la cuisine. Et si jamais rien n'était fait à cause de son état, il se jetait sur elle furieux avec des coups de poing à la tête et au visage. Quelques mois après le mariage, le mari est retourné au Canada, la laissant avec ses beaux-parents. Et sa situation s'est détériorée encore et encore. Elle disait que son père lui demandait de supporter l'enfer dans lequel elle vivait. Il lui demandait de rester, de se calmer parce que bientôt elle allait rejoindre son mari au Canada. 2 ans plus tard, elle a reçu son visa d'entrée au Canada avec son fils aîné. Et pour elle, ce Canada qui est un pays de rêve, un avenir plein de joie et de bonheur. Dès ses premiers jours au Canada, son mari lui interdisait de sortir, de contacter sa famille, et elle passait ses journées en sanglots. Et dès qu'elle demandait à ce dernier si elle pouvait au moins prendre son enfant au parc pour respirer un peu d'air, il la battait à mort en l'insultant de tous les noms. Il a même confisqué ses papiers. Que faire, s'est-elle dit. Je ne connaissais personne. J'étais étranger à ce pays. Je ne connaissais pas la langue du pays. Je n'avais pas d'autre choix autre que supporter cette humiliation. Peut-être, se dit-elle, mon mari va changer. Bien sûr, il va changer. J'étais très convaincue. Je ne savais pas pourquoi. Ainsi, je faisais ce qu'il me demandait. Pour un oui ou pour un non, elle était battue. Elle s'est dit qu'elle allait rester, que le fait de rester dans cette prison lui était devenu impossible. Alors, un jour, alors que son mari était au travail, elle a pris son courage à 2 mains pour sortir de la maison avec les enfants. En rentrant, devinez que son mari était là, qui l'attendait. Dès qu'elle a franchi le seuil de la maison, il a basculé avec un coup de poing au visage devant ses enfants qui criaient. Elle aussi, elle criait pour attirer l'attention des voisins. Mais ce dernier a réussi à la boucler, à l'enfermer dans une chambre, tout en mettant les enfants dans une autre chambre. Il a déchiré ses vêtements avec une violence incroyable et après l'a violée. Plus tard dans la nuit, toute nue sur son lit, les mains attachées, il demanda à la femme de choisir entre un couteau pour couper la gorge ou bien une corde pour l'étrangler. J'ai crié si fort, dit-elle, que les voisins ont alerté la police qui est arrivée en quelques minutes. Là, j'ai dénoncé les abus dont j'étais victime au quotidien. Une procédure de divorce fut entamée ainsi qu'une plainte pour voie de fait. Je n'ai fait ça toute seule car je ne connaissais pas les lois canadiennes. C'est au centre de police qu'une femme s'est présentée en français. Elle est venue me voir pour me demander si j'avais besoin d'aide. Et cette personne, ce sont mes prières qui m'ont aidé à la rencontrer. Elle m'a aidé à trouver un centre d'hébergement pour femmes qui subissaient la violence pour moi et mes enfants. Et à partir de ce centre, tout était parti. Des personnes du centre m'ont orienté vers plusieurs services pour femmes en difficulté comme moi. Et elle a eu droit à un avocat francophone. Elle dit, incroyable, pendant toutes ces années où j'ai été traitée comme moins que rien, je pensais être la seule à vivre ce cauchemar, la seule être dans l'enfer avec mon accord, car longtemps je n'ai pas pu mettre fin à ces abus. J'étais donc victime. Malheureusement, je sais que je ne suis pas la seule et je sais que chaque jour, il y a des centaines de femmes qui souffrent en silence. Et moi, je n'ai qu'une chose à faire, dénoncer. Je ne connaissais aucune loi sur les droits de la famille et je ne parlais pas anglais et j'avais très peur de perdre mes enfants, mais mon avocat m'a expliqué la procédure. Aujourd'hui, le cauchemar est terminé. À 58 ans, j'ai décidé de prendre un nouveau départ dans la vie.
Je ne crains rien et personne. À présent, je suis contente de prendre mon destin en main. Un témoignage vraiment touchant. Et d'après vous, le thème principal qui sortirait de ce témoignage tournerait autour de quoi? Quand on sait que la femme n'a pas eu à décider. C'est d'abord la coutume. Et puis ses parents qui lui disaient non, il faut rester. Hein. Et elle avait confiance à son père qui lui a choisi ce mari-là. Et malheureusement, il a attendu longtemps pour se décider. C'est la coutume qui a fait ça. Oui, vous avez parfaitement raison, c'est le mariage forcé. Et pas mal de nos femmes se trouvent dans cet engrenage de mariage forcé. Et une fois dans le pays d'hôte, le pays d'accueil, puisque ce mariage n'était pas consensuel, les femmes parrainées francophones se trouvent prisonnières parce qu'à un moment, ils disaient qu'elles se sentaient comme étant dans une prison. N'est-ce pas? Quelqu'un a un commentaire? Moi, ce que je peux ressortir de là, c'est l'ignorance aussi, parce qu'il y a aussi un problème de l'ignorance là-dedans. La femme ne savait pas exactement ses droits, la femme ne connaissait pas ses droits. Parce que si c'était une femme qui connaissait ses droits, de la première réaction de la violence de son mari, même pour le parent, elle pouvait faire quelque chose. Mais l'ignorance a fait qu'elle puisse se taire, qu'elle puisse endurer, et ce n'est qu'après qu'elle s'est découverte. Donc l'ignorance aussi nous tue. Quand cette femme-là, elle peut avoir la connaissance d'aller chercher de l'aide, mais la peur d'aller pour que le mari ne lui donne pas trop de problèmes, elle a vraiment peur pour aller exprimer tous ces sentiments-là qu'elle ressent. Pour moi, c'est vraiment, la peur existe aussi. Effectivement, la femme disait qu'elle avait peur de sortir puisqu'elle ne connaissait pas d'abord les lois, comme Madame Faustine le disait, les lois du pays. Elle ne comprenait pas la langue, donc elle se sentait démunie. Elle avait aussi peur parce que quand on ne sait pas où mettre le pied, on hésite, on a peur. Quelqu'un d'autre aurait un autre commentaire? Oui, comme je le disais, au niveau de l'immigration, ce sont des thèmes qui ont été portés à l'attention de l'immigration pour souligner les femmes parrainées, les enjeux qu'elles rencontraient une fois dans le pays d'accueil. Et c'est un témoignage qui est vraiment très poignardant, en est un fait. Et malheureusement, comme elle a eu à le dire, il y a pas mal de femmes qui vivent cette situation aussi et qui se sentent obligées de supporter. Et vers la fin, nous allons un peu toucher les différents règlements qui ont eu à être apportés au niveau de la loi pour ce qui est du parrainage. Je vais vous lire le deuxième témoignage et après, on va un peu discuter des enjeux et tout. Cette dame est arrivée au Canada dans les années 2000. Son but était de faire des études, d'aller le plus loin possible, car c'était le rêve de sa défunte mère qui lui répétait chaque jour, matin et soir, « Ne sois pas comme moi, ta mère. Les grandes études vont faire de toi une femme libre. » La violence conjugale est très répandue chez nous. Ruée de coups de poing sur la tête était le quotidien de ma mère. Je ne l'ai jamais vue se plaindre. Mon père faisait d'elle son ballon de ping-pong, ainsi que l'autre femme. Que faire avec 6 enfants, se demande-t-elle. Où aller dans un pays comme le nôtre, disait ma pauvre mère. Il faut juste souffrir, se taire. C'est lui l'homme de la maison et moi, je ne suis qu'une femme, retenez bien. Pour ma mère et moi, réussir les études était notre seul objectif. Une fois les études terminées, une autre page commença pour moi, celle de trouver du travail et au même moment, j'ai fait la connaissance de M. X qui était de notre pays, d'un pays voisin. Je tomba amoureuse de lui. Je voyais en lui un homme charmant, gentil, compréhensif. Rien à voir avec le genre de mon père. Il n'y avait aucune raison d'avoir peur parce que j'avais beaucoup de projets d'avenir.
On avait tout pour être heureux. Je savais qu'en me mariant avec lui, je ne savais pas, pardon, qu'en me mariant avec lui, je signais un contrat avec le diable en personne. La première gifle est venue 15 jours après le mariage pour une raison dont je ne me rappelle même pas, tellement c'était pour une raison vraiment banale. Il faisait tout pour me rabaisser. Je savais qu'il avait un problème. Le fait que c'est une personne qui n'avait pas fait d'études, mais je pensais toujours que la situation allait s'arranger. Malheureusement, je me suis trompée. Je ne savais pas que je l'avais épousé pour me détruire. Au départ, ça a commencé par une gifle pour des choses tout aussi bêtes. Pourquoi toujours? Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Et tu es nul, tu ne sais rien faire, tu te prends pour qui? Ne crois pas parce que tu as fait des études que tu es plus intelligente que moi. Tu n'es rien. Il me faisait tellement peur au point d'être terrorisé, même par son ombre. Et quand il s'énervait, il n'y avait aucun moyen de lui échapper. Il me disait, « Ah bon, l'intellectuel ne s'adresse pas aux personnes qui n'ont pas fait des études comme moi. Mais là, c'est moi le plus fort. Tes études ne peuvent rien faire pour toi. Tu as perdu de longues années pour rien. » Il m'interdisait d'aller au travail et d'avoir des contacts avec mes amis. Il ne voulait même pas avoir d'enfants avec moi. Il se protégeait toujours. J'ai vécu avec lui 3 ans, car j'étais vraiment amoureuse de lui. Et je le suis toujours. J'ai tout subi avec lui. Harcèlement moral, pression psychologique, insultes, coups, menaces, etc. Il levait sa main très souvent sur moi, me traitait comme une moins que rien, au point que je ne pouvais plus supporter cette situation. Je me suis dit, je ne peux plus vivre le cauchemar que ma mère a vécu. Il n'en était plus question. Je suis au Canada, pas dans mon pays. Et je peux y arriver, je peux m'en sortir. J'ai toléré l'humiliation, les blessures psychologiques, physiques pendant longtemps. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. J'ai préparé mes affaires, mes papiers pendant que lui était au travail. Et c'est comme ça que j'ai quitté une autre province pour me retrouver à Toronto. J'ai eu le courage de quitter. J'ai retrouvé ma dignité de femme. Arrivé à Toronto, j'ai cherché un endroit pour me réfugier et j'ai eu des intervenantes des maisons d'hébergement qui m'ont aidé à trouver du travail et surtout un avocat qui a pris mon dossier pour la demande de divorce. Je n'ai pas déposé de plainte contre la violence. Je ne voulais pas qu'il se retrouve en prison car mon avocat m'a expliqué que la violence faite aux femmes au Canada est considérée comme un acte criminel. Depuis, je me sens libre et personne ne pourra m'enlever ça. Je suis devenue une femme heureuse. Je l'ai fait pour moi et surtout pour ma mère et pour toutes les autres femmes qui vivent la violence conjugale. Au moment où j'ai vécu cet enfer, je croyais que j'étais la seule. Mais depuis que j'ai osé parler de mon histoire, j'ai entendu et j'ai rencontré beaucoup de femmes victimes de violences conjugales. Et beaucoup d'entre elles sont devenues bonnes amies. Au début du procès, j'avais très peur de perdre ma liberté, nouvellement retrouvée, car je n'avais aucune notion ni sur les lois ni sur le droit de la famille. Mon avocat m'a expliqué la tenue des audiences, m'a préparé aux questions et surtout, il m'a expliqué les lois et ça m'a beaucoup aidé à reprendre confiance en moi, surtout que maintenant je suis en sécurité. Le Canada est le pays de droit, je n'ai plus peur. Témoignage encore touchant. Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage? Eh bien, moi, je dirais bravo à cette dame. Bravo parce qu'elle a su reconnaître ses droits et elle est sortie à temps. Parce que les hommes pensent qu'ils sont les dieux de ce monde. Les hommes, ils ne savent pas que dans le ménage, il faut l'attente, il faut l'amour pour la femme. Et quand ils épousent une femme, alors c'est le contraire de tout. C'est la bagarre, c'est tout. L'homme veut se faire valoir, l'homme veut se montrer qu'il est homme, qu'il est fort. Au moment où il gâche tout, quand il commence à battre la femme. Il est dit que quand un homme montre de l'amour, l'affection à sa femme, la femme peut lui donner tout. La femme peut tout lui faire, tout lui donner. Mais au contraire, bon,
Donc la femme, moi je dirais bravo à cette femme, bravo, bravo. Et si les autres peuvent lire le témoignage de cette femme pour qu'ils puissent sortir du calvaire, ce serait bon. Je peux aussi aller dans le même sens que Madame Marie-Louise, parce que dans le premier témoignage, par exemple, j'ai parlé de l'ignorance. Par contre, quand on entend ces témoignages ici, on sent que la femme n'était pas ignorante du tout. Elle connaissait ses droits, elle savait à qui s'adresser, elle savait quoi faire. Parce que quand elle a pris la décision, elle n'a pas attendu son mari, mais elle l'a fait pendant que son mari était au travail. Par contre, l'autre ne savait rien, elle ne savait pas par où commencer. Mais celle-ci, au moins, comme quoi, quand on connaît, quand on s'informe, on peut toujours être sauvé d'une situation. Je vais poser une question. Pourquoi tous ces abus chez les hommes en Afrique? Parce qu'on entend toujours ces dires-là des femmes que les hommes d'Afrique, ils sont vraiment violents. Pourquoi? Est-ce une coutume ou de l'ignorance? Je me pose vraiment cette question parce que là où je sors, il n'y a pas... Les hommes il peut y avoir des bagarres entre femmes, entre mari et femme, mais pas juste vraiment en giflant la dame, en ne prenant pas la dame en prenant la dame pour une quiconque. Je me pose vraiment cette question encore. Pourquoi est-ce que ça se fait toujours là-bas? Ce n'est pas seulement en Afrique. Moi, je connais d'autres pays où les hommes sont pires qu'en Afrique. Je ne sais pas s'il faut les citer ce pays-là ici, mais je ne crois pas. Il ne faut pas. Pire que l'Afrique. Ils prennent la femme comme un objet. Oui, comme tout le monde vient de le dire, je voudrais juste ajouter un peu en disant que la violence, ça vient de partout dans le monde entier. Il y a la violence, mais il faut savoir comment gérer cela. Comme maman vient de le dire, que c'est dans la prière